Bienvenue à toutes et à tous, si vous nous rejoignez sur TPT pour suivre l'émission Sur la Sellette. L'art de bien gérer la cité, c'est la définition la plus populaire et traditionnelle que l'on donne à la politique. Cependant, la condition sociale du Congolais ne semble pas s'arrimer à cette définition. Quel est donc à propos le discours de l'UPADES sur la condition sociale du Congolais? Nous parlerons également de l'UPADES au lendemain de son congrès unitaire tenu en juin dernier. Pour terminer, nous aborderons le débat insidieux sur la révision constitutionnelle. Notre invité aujourd'hui, Pascal Tchatimabiala, premier secrétaire de l'UPADES, l'Union panafricaine pour le développement social de Pascal Lissouba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à votre tribune. Première question, qui était Tchatimabiala avant la tenue de la conférence nationale? D'abord, je n'ai pas été à la conférence nationale, malheureusement. Je n'ai pas assisté à ce grand événement qui a été un tournant décisif dans la vie politique du Congo. J'ai dû reprendre mes études en France. Et donc, avant, j'étais un cadre de l'administration. Je suis administrateur civil hors classe. Et lorsqu'arrive la conférence nationale, malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'étais absent. Et quand je rentre, j'adhère à l'UPADES, pratiquement dès sa création. Et depuis lors, je n'en suis jamais sorti. Et comment a été fait le premier contact avec Pascal Lissouba? Pascal Lissouba, c'était pour nous un homme mythique. Tout le monde voulait l'approcher. Et je crois que le premier contact que j'ai eu avec le président Lissouba, il était enseignant, il était doyen de la faculté des sciences à l'université de Brazzaville, on l'appelait. Moi j'étais étudiant, j'étais à la faculté des lettres et des sciences humaines dans les années 73, 74. C'est la première fois que je l'ai vu arriver, il était enseignant. Il avait quitté la politique puisqu'il avait démissionné de son poste de Premier ministre en 1966 et il avait repris les enseignements. Il était professeur, doyen de la faculté des sciences, et puis un jour, il est venu à Bayardel, on appelait la faculté des lettres et des sciences humaines, et puis tout le monde parlait de Lissouba, voilà Lissouba, voilà Lissouba, et nous qui étions déjà ses admirateurs, nous étions très flattés de le voir, et c'est à ce moment que je l'ai approché, je lui ai dit bonjour, et j'ai gardé de ça certainement la plus grande impression de Pascal Lissouba. Et depuis lors, je suis devenu un admirateur comme bien d'autres Congolais. Et maintenant, en tant que dirigeant, moi-même, je deviens un membre de l'UPADES, août 91. Et mon premier contact, lorsque il nous reçoit, président de l'UPADES, Christophe Mukwege, le secrétaire général, et il conduit la délégation de l'UPADES du secrétariat national pour saluer le président et lui présenter un certain nombre de problèmes, des préoccupations qui étaient les nôtres à la veille des grandes élections. C'est à ce moment que j'ai le contact direct avec le président Lissouba, président du parti, que je salue de ma main, et il nous parle. J'étais très intimidé par la haute stature de l'homme, mais aussi par ce qu'il pouvait dire aux gens. C'est un homme de très grande culture, comme vous le savez. Et c'est le deuxième contact, cette fois, un homme mûr, moi-même devenu homme mûr, j'étais plus étudiant. Et lui, il n'est pas encore président, il est en voie de le devenir. Tous les sondages pratiquement le pointent comme probable président de demain. Et nous étions des privilégiés pour déjà approcher celui qui, dans quelques mois, deviendra le président de la République du Congo. C'est le deuxième contact que j'ai eu avec le professeur Lissouba. Merci beaucoup, monsieur le premier secrétaire de l'UPADES.
Chers téléspectateurs, vous le savez si bien, sur la Solette, Djibril Tchikaya n'est pas seul. Pour donc lancer les hostilités, nous allons commencer par recevoir Tif Tivongo sur ce plateau qui va échanger avec le premier secrétaire de l'UPADES sur, bien entendu, la condition sociale des Congolais. Monsieur le premier secrétaire, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. De l'heure qu'on va nous suivre. Regard de l'UPADES sur la condition socio-économique et du Congolais. Alors, quel regard qu'a l'UPADES sur la condition socio-économique du Congolais? Ce qui frappe tout homme politique aujourd'hui, c'est de constater, et nous en particulier qui sommes dans l'opposition, c'est de constater qu'il y a une contradiction flagrante aujourd'hui quand on a la lecture de la situation économique et de la situation sociale du Congo. Nous avons une forte embellie économique et financière, nous avons des ressources importantes comme nous n'en avons jamais eu dans le passé. Depuis l'indépendance, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des budgets, comme vous le savez, en excédent. Et nous ne comprenons pas, c'est ça la contradiction, nous ne comprenons pas qu'avec autant de moyens dont dispose le pays aujourd'hui, que la condition du Congolais n'ait pas changé. Elle n'a pas changé simplement parce que les revenus qui sont distribués sont des revenus du niveau d'il y a 20 ans, 30 ans. Et le niveau de vie n'est plus celui d'il y a 30 ans. Le panier de la ménagère, vous voyez, aujourd'hui, avec 5 000 francs, vous ne pouvez pas faire le marché congolais. Et si vous prenez le niveau moyen des salaires, avec 120 000 francs, 150 000 francs, donnons 150 000 francs, et si vous avez le marché à 50 000 francs, ça fait déjà 150 000 francs. On ne parle pas de loyer. Il n'y a pas un loyer aujourd'hui qui coûte moins de 100 000 francs. 50 000 francs, c'est une chambre. Donc quand on calcule tout ça, le revenu moyen du Congolais devait être autour de 300 000 francs pour vivre normalement. Nous avons un SMIG qui est autour de 90 000 francs. Vous voyez la différence qu'il y a. Donc avec 90 000 francs, le Congolais doit affronter son loyer. Le Congolais doit envoyer ses enfants à l'école. Il doit soigner ses enfants avec 90 000 francs. Le Congolais, c'est-à-dire le SMIC, celui qui a le plus bas salaire de la fonction publique. Donc, je dirais presque que c'est impossible s'il y a de quoi voler. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, on se demande comment est-ce qu'on vit au quotidien. Mais on ne vit pas en survie. On survit par des petits boulots, se débrouille, et puis la corruption. C'est pour ça qu'il y a la corruption. Le fonctionnaire, puisqu'il s'agit surtout de lui, mais il y a 100 000 fonctionnaires. Mais sur une population de 4 millions d'habitants. On ne parle pas des autres, ceux qui n'ont même pas ces 90 000 francs. Ceux qui ont 90 000 francs peuvent être considérés comme des privilégiés. Mais il y a d'autres, les 3 autres millions de Congolais. Comment ils vivent? On ne pose pas la question. Ceux qui ont 90 000 francs, ils ne peuvent même pas vivre. Et a fortiori, ceux qui n'ont rien du tout. Non du tout. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'aide sociale dans notre pays. Tout doit être monnayé. Tout, absolument tout, l'école, la santé, tout. Le Congo certainement vit, au plan social, le Congo vit ses heures les plus sombres au plan social. L'UPADES, nous le savons, c'est le grand parti de l'opposition actuellement, et vous, vous êtes parlementaire, vous êtes à l'Assemblée nationale. Quel est le discours de l'UPADES? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis du pouvoir et du peuple qui vous suit? Quelles sont les démarches? Effectivement, cette histoire de la condition socio-économique du Congolais. Il y a deux manières de poser la question. Nous ne sommes pas aux responsabilités. Nous avons un discours. Notre discours, c'est d'abord un discours critique, c'est ce que je viens de dire, qu'il est aujourd'hui inadmissible qu'avec autant de ressources dont nous disposons, nous n'ayons pas pu faire un coup de pouce substantiel sur la vie, sur la condition sociale des Congolais. Et ça, nous le dénonçons, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans nos réunions, dans nos meetings, nous le dénonçons. C'est le rôle d'un parti politique de dénoncer. Mais vous dites, et je veux bien. S'arrêter à dénoncer aussi. S'arrêter à dénoncer, il nous faut qu'il n'y ait pas d'approche. Qu'il n'y ait pas d'approche alternative. Qu'il n'y ait pas d'approche alternative. Vous avez bien raison. Si nous étions en responsabilité, la première des choses, c'est, vous savez, l'État, c'est produire et distribuer. L'État doit produire et distribuer la richesse. Aujourd'hui, il y a une appropriation, un accaparement de la richesse nationale par une poignée de Congolais. Ah bon? Bien sûr. Vous voyez les fortunes incommensurables qu'il y a dans le pays. Et avec ce que nous avons, puisque nous sommes encore dans une économie rentière,
c'est le pétrole qui nous donne l'argent. Et nous avons aujourd'hui, de tous les pays de la BAC, celui qui a les plus grandes réserves à la Banque centrale. Près de 3 000 milliards, s'évaluent nos réserves à la Banque centrale. Sur à peu près 8 000 milliards de stocks, le Congo a près de 3 000 milliards de réserves à la Banque centrale. C'est un pays riche. C'est un pays riche. Comparé aux autres pays avec la même richesse, et examiner la condition des citoyens dans ces pays-là. Et donc, il y a un gâchis effroyable. Toutes ces ressources, si elles étaient normalement redistribuées, le Congolais moyen peut aujourd'hui recevoir un salaire qui tournerait autour de 250 000, 300 000 pour qu'il vive. Deux questions me viennent tout de suite. Et donc, nous, si nous avons un projet, si nous pouvons décliner notre projet, c'est une meilleure redistribution de la richesse nationale. Soit par des revenus, mais soit par l'habitat. L'État peut trouver aujourd'hui, nous avons reçu le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Silou, qui est venu nous parler du projet, que nous avons apprécié puisque nous avons voté le projet. Il consiste en quoi? Il consiste pour le gouvernement à donner un véritable coup de pouce à l'habitat, ce qu'ils appellent les HLM, les habitats à loyer modéré. Ils ont un programme de 2 ans, une construction en masse de logements pour les cadres moyens. Et le loyer sera fonction du revenu et non pas du prix du loyer. Si vous avez 90 000 francs, eh bien, on peut vous faire le loyer à 10 000 francs, à 12 000 francs. Mais le même loyer peut coûter plus cher selon que vous avez un revenu plus élevé. Ce sont les discours. Ce qui n'est pas mauvais. Nous avons apprécié. C'est pour ça que je dis que nous, l'opposition, nous avons voté la loi. Mais faut-il encore que ce projet se réalise? Et là, entre ce que l'on a dit, ce que l'on a promis, ce que nous avons écrit dans un projet de loi et ce qui va se réaliser, il peut avoir encore une distance importante. C'est pour ça qu'il faut attendre un tout petit peu. Donc, il faut donner un coup de pouce à tout cela. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que l'habitat. Il faut regarder à l'école. Nous avons une école publique qui est dite publique, mais qui est devenue presque privatisée. Il n'y a pas de différence entre les enfants qui vont à l'école privée et ceux qui vont à l'école publique. En termes de coût d'un enfant qui va à l'école publique, hier, moi de ma génération, peut-être pas vous, mais de ma génération, nous n'avons pas connu des frais scolaires, nous n'avons pas connu ceci. Chez nous, l'école était gratuite, mais vraiment gratuite. Nous avions tout à l'école. Ceux qui avaient la chance, qui travaillaient bien, qui étaient encore à l'internat, c'était encore bien mieux pour eux. Aujourd'hui, tout ceci... L'école est théoriquement gratuite, mais allez sur le champ, vous verrez que les parents sont encore en train de payer les frais scolaires pour leurs enfants. Mais théoriquement, on nous dit que l'école publique est gratuite. Elle ne l'est pas, la vérité. Mais nous, si nous sommes en responsabilité, la première des choses, c'est régler les questions sociales. D'abord, la redistribution de la richesse nationale. Les problèmes de l'école. Il faut que l'école soit gratuite tel que le prescrit la Constitution. Ensuite, il faut qu'au niveau de la santé, si nous devons être un pays émergent en 2025, c'est-à-dire qu'il reste 12 ans seulement, mais les fondamentaux pour arriver à un État émergent, c'est l'école. On regarde quelle est la qualité de l'école, quelle est la qualité de la santé. Est-ce que ce pays consomme ce qu'il produit, ce qui n'est pas évident. Et enfin, les infrastructures de base. C'est vrai que nous avons donné déjà un petit coup de pouce, mais encore c'est rien comparé au Maroc, comparé à la Tunisie. Je prends des pays africains, du Nord-Afrique. Aujourd'hui, les Congolais, tous envoient leurs enfants en Tunisie. Quand on a le bac, les enfants courent pour aller au Maroc, à Tunisie. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas construire des universités et garder nos enfants? Nous avons l'avantage ici d'avoir le premier secrétaire de l'UPADES. Donc, ceux qui ont été au pouvoir avant, dès le lendemain de la démocratie, c'est vous qui prenez le pouvoir. Quand vous faites la comparaison, une comparaison honnête avec la gestion d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que ceux qui sont là font quand même, il y a quand même un léger mieux? Vous avez parlé de l'embellie financière que vous avez reconnue ici. Non. Quand vous faites la comparaison, la condition sociale du Congolais, comparer la condition sociale du Congolais en 1992 et ce qu'elle est aujourd'hui, demander aux Congolais, ils vivaient mieux en 1992. Ah bon? Bien sûr, pas avec la même situation financière. La richesse actuelle, elle n'est pas produite par ceux qui sont au pouvoir. C'est une économie de rente. Donc ce n'est pas à mettre au crédit du gouvernement actuel. On peut peut-être le dire, mais le président s'assoit à la chance toutes les fois qu'il est aux responsabilités. Le boom pétrolier, mais le boom pétrolier, ce n'est pas lui qui le crée. Le boom pétrolier se crée par le marché. Et donc, il y a un marché florissant. Ensuite, il y a une production qui est soutenue
Aujourd'hui, nous sommes à près de 3000 barils jour, 3000 barils jour, c'est-à-dire autour de 10-12 millions de tonnes par an. C'est bien, il y a une bonne production de pétrole, mais en même temps, il y a un marché pétrolier qui est florissant. Ce que vous oubliez souvent, les journalistes, la richesse actuelle, elle part du pétrole. Mais c'est Pascal Lissouba qui, lui, a donné aujourd'hui les moyens dont possède l'État. Vous avez oublié Pascal Lissouba, dès qu'il est arrivé, il a commencé par renégocier les contrats pétroliers. Une batterie de mesures législatives ont été prises et qui ont permis au gouvernement, à l'État congolais, d'engranger tous les bénéfices aujourd'hui dans le domaine pétrolier. C'est lui qui a introduit le fameux partage de production. C'est-à-dire que hier, le Congo n'était que pays producteur avec son potentiel. Mais il n'était pas un trader, il ne vendait pas le pétrole. Aujourd'hui, vous avez la SNPC qui vend le pétrole. Mais c'est Pascal Lissouba, par le contrat de partage de production, qui a permis à l'État congolais de disposer non seulement des royalties, des avantages fiscaux sur le pétrole, mais aussi d'avoir un brut qu'il peut vendre, qu'il peut placer lui-même sur le marché. C'est Pascal Lissouba qui l'a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, conjugué avec l'effet de l'augmentation de la production du pétrolière, avec le marché qui est florissant, et avec les mesures législatives que Pascal Lissouba avait prises en 1993-94, qui ont provoqué d'ailleurs le coup d'État, c'est tout ça qui a amené le coup d'État, eh bien c'est ce qui donne la richesse aujourd'hui, mais qui est gaspillée. Qui est gaspillée parce que vous constatez, vous dites qu'il y a une embellie. Non, il y a des ressources importantes qui tombent aujourd'hui au trésor congolais. Mais nous disons que si Pascal Lissouba avait été là, lui qui avait lancé ce projet aujourd'hui, évidemment, c'est la fiction, vous me direz c'est la fiction, mais la politique, c'est aussi la fiction. Nous aurions fait bien mieux que ce qui est aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Nous avons la route Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et bientôt Dolisie-Brazzaville. Acclamé de deux mains quand même. Oui, pourquoi? Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Merci bien. Mais je vous dis ceci. Pascal Lissouba avait commencé les études de l'autoroute entre Pointe-Noire et Brazzaville. Regardez la densité de circulation qu'il y a entre Pointe-Noire et Brazzaville. Pour Pascal Lissouba, le premier de tous les présidents, avoir posé maintenant le projet, parce qu'il était dans les rêves, mais Pascal Lissouba, dès qu'il arrive, parmi les premières mesures, c'était déjà de commander les études pour la construction de l'autoroute de Pointe-Noire à Brazzaville. Autoroute. Pas ce que nous voyons. Pas ce que vous voyez. Ici, nous avons une route. Bien, on a une route. Une route de 9 mètres de chaussée. On parle aussi d'un terme d'autoroute, non? Route lourde, on parle. Route lourde, c'est-à-dire, oui, route lourde, c'est différent de l'autoroute. L'autoroute, c'est une route d'abord à 2 voies. À cause de la densité de circulation qu'il y a entre Pointe-Noire et Brazzaville, eh bien, on méritait beaucoup plus que ça. Là, nous avons une route, c'est vrai. Mais quelle route? Une route de 9 mètres de chaussée qui se rétrécit à certains endroits à 8, voire à 7 mètres. Sûrement, il y a des raisons. Est-ce que vous, opposition, vous avez des raisons qui ont fait ou qui ont milité pour que nous ayons... Aujourd'hui, avec les ressources, quand vous avez les ressources, il y a la technique. La technologie aujourd'hui permet de tout faire. Vous voyez, quand vous regardez partout, quand vous regardez les images, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut faire passer une route même sur les montagnes, on peut le faire. Ouais. Donc, c'est un problème de ressources. Les ressources, nous les avons. Je pense que tout en félicitant au moins ce projet pour ne pas être nihiliste, ce qui est fait, moi-même je suis député à l'Oudima, j'ai reçu le président Sassou à l'Oudima, nous avons visité le pont, j'ai dit c'est bien ce qui est fait, mais on aurait pu faire mieux avec toutes les ressources dont nous disposons aujourd'hui. Pascal Lissouba, s'il avait été là, ce n'est pas cette route que vous voyez, ce serait une véritable autoroute qui aurait été construite entre Pointe-Noire et Brazzaville. C'est pourquoi vous parliez tout à l'heure en termes de gâchis, où il y a une classe des personnes qui ont pris en étau l'économie du pays. Et quand vous parlez en termes de classe, un groupe de gens, c'est un parti politique, c'est des ethnies, c'est qui? Non, non, ni ethnie, ni parti politique. Vous avez des pauvres au PCT, vous avez des riches peut-être aussi ailleurs dans les autres partis. Ce n'est pas en termes d'ethnie, ce n'est même pas en termes de parti. Ce n'est pas aussi en termes de famille. Non, 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 je n'aime pas tout ça. Mais il y a une appropriation de la richesse nationale par un groupe. Des corrupteurs. Par un groupe. Ou des corrompus. Je m'arrête là, par un groupe qui s'est assis sur la richesse nationale. Alors Pascal Tsetsima Biala, vous êtes député à l'Assemblée nationale.
le chômage des jeunes devient endémique dans notre pays. Quel est le discours que vous tenez? J'insiste sur ça parce que vous avez cette possibilité d'avoir, si vous voulez, le contact facile avec le parti au pouvoir. Quel est votre discours sur le chômage des jeunes? Parce que la population congolaise est composée en grande partie des jeunes. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça la condition sociale. La condition sociale, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent, qui n'ont pas un revenu qui leur permette de vivre normalement. La condition sociale, c'est aussi le chômage. Vous savez, c'est ce pouvoir qui cache les chiffres du chômage. Vous allez à la direction générale du plan, vous allez à la direction de la statistique. Vous ne trouverez pas un chiffre qui vous indique aujourd'hui le taux du chômage. Et même lorsque, ce qui n'est pas normal même lorsque nous avons les négociations avec la Banque mondiale, on ne sait toujours pas quel est le taux du chômage au Congo. Mais ce taux est estimé, selon les institutions financières, à autour de 40 voire 50% de la population active. C'est énorme. Ailleurs, lorsque c'est 10% déjà, c'est des émeutes. On est dans la rue. Nous, on est à près de 40, 50 voire 60% de la population active. C'est la véritable plaie aujourd'hui. Tous ces jeunes que l'on voit, d'abord parce qu'il n'y a pas de qualification, parce qu'on peut être aussi au chômage, mais on a une qualification. Or, ils ne sont pas formés. Et puisqu'ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas prétendre à un emploi quelconque. Nous, si nous étions là, évidemment, dans les discours, le PCT fait fort, le pouvoir fait fort, il y a la formation qualifiante, il y a ceci, il y a ceci. Cette année est placée sous le signe de l'éducation et de la formation qualifiante, justement. L'année dernière, c'était l'année de la santé, avant c'était l'année de l'énergie, avant c'était année. C'est tout ça des slogans qui sont pratiquement des simples slogans creux et nous n'avons jamais vu la réalisation. Vous avez connu une année de l'énergie. Est-ce que vous avez tous le courant maintenant dans vos maisons? Non. Après, c'était l'année de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions de santé ont été améliorées? Non. Maintenant, c'est l'année de l'enseignement. Nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. Qu'est-ce qui a été apporté substantiellement dans ce domaine? Rien du tout. Le PCT est toujours dans cette affaire de slogan. Il vous reste 2 minutes. Mais je n'ai pas fini sur le chômage. Vous avez posé une question importante sur le chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, c'est la plaie du Congo. Au-delà des slogans État émergent en 2025, si nous ne réglons pas de manière fondamentale la question du chômage, le pays est toujours au bord des violences. Parce que ces jeunes gens qui sont autour de nous, qui nous voient, nous, comme des privilégiés, bien habillés, avec une voiture, avec une maison, et eux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le minimum pour vivre, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont exercer des violences sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut en faire une priorité, le chômage. D'abord par la formation, mais une formation